Aristote 8. Aujourd'hui, on fait le point sur les sujets abordés ensemble, guerre en Ukraine, économie, équilibre géostratégique. Je ne suis pas mécontent de constater que les analyses proposées n'étaient pas si fantaisistes. Il y a plusieurs mois, j'avais pu sembler optimiste en exposant les raisons pour lesquelles l'Ouest ne pouvait pas, selon moi, perdre la guerre d'Ukraine et pour lesquelles le coup d'arrêt porté à l'expansion militaire du Kremlin entraînerait en Russie des tensions politiques majeures. À présent, nous en sommes au point où le régime de Poutine est directement menacé de l'aveu même des nationalistes russes. L'option nucléaire n'offre aucun chemin vers une victoire possible. L'Ouest a judicieusement ignoré toutes les gesticulations, se réservant d'opérer une intervention aérienne classique en cas d'utilisation d'une arme tactique. Elle aurait pour objectif l'ensemble des capacités navales et terrestres encore présentes dans les territoires envahis. Cette menace est crédible. Les parties prenantes sont par ailleurs conscientes des conséquences sur l'attaquant d'une attaque atomique en vraie grandeur. Elles sont conformes aux règles les plus anciennes de la dissuasion qui n'ont pas changé. En un mot, la terreur nucléaire, essayée dès le premier jour des opérations, n'a pas fonctionné. À la place, le monde a découvert à quel point l'armée russe était vermoulue, ses équipements rongés par la corruption endémique, combien elle était mal équipée, malgré une propagande sous forme de dessins animés ayant présenté des armes futuristes. La mobilisation a fait prendre conscience aux populations de la Fédération que la soi-disant opération spéciale avait laissé place à un désastre général. Elle leur a montré que les minorités, qui forment la majorité, sont utilisées comme chair à canon, ce qui a aussitôt ravivé les tendances centrifuges au Caucase et à l'est de l'Oural. Contrairement aux affirmations initiales des pro-Kremlin, les sanctions ont été extrêmement efficaces. L'industrie russe a révélé sa terrible faiblesse et sa dépendance aux composants électroniques occidentaux. Malgré quelques filières de contrebande, l'isolement diplomatique de la Russie, qui est un fait sans précédent, ferme l'une après l'autre les voies d'approvisionnement. La Chine se borne à poursuivre ses importations à bas prix en lorgnant sur la Sibérie. Elle réprouve les gesticulations nucléaires du Kremlin, au même titre que celles de la Corée du Nord. Et si elle ne tient pas à accélérer la chute d'un contrepoids aux États-Unis, elle ne fait pas grand-chose pour le sauver. Elle sait que ses enjeux principaux à elle sont ailleurs. L'imposition d'une zone chinoise en mer de Chine, qui serait équivalente à la doctrine Monroe pour les États-Unis, l'acquisition d'une suprématie technologique, la domination directe ou indirecte de Taïwan et la redynamisation de l'économie. Dans ces circonstances, la seule carte restant encore dans les mains du Kremlin, la seule qu'il utilise encore, est la destruction urbaine et des infrastructures civiles. Elle conduit logiquement l'OTAN à renforcer la défense antimissile de l'Ukraine, voire à commencer d'introduire des moyens aériens sous couleurs ukrainiennes. Elle expose la Russie à des représailles directes, en particulier sur la zone ultra-sensible de la Crimée. La pression se fait donc très puissante sur Poutine, qui voudrait maintenant négocier. Mais il ne peut accepter politiquement aucune des préconditions exigées par une Ukraine revigorée. Évacuation de toutes les zones envahies, dommages de guerre, zones d'exclusion en territoire russe, et moins encore, livraison des criminels de guerre dont il fait partie. Son seul espoir est donc que les Occidentaux se lassent de la guerre et renoncent à la pression qu'ils exercent. Les dernières élections américaines
rendent cet espoir très peu réaliste. Pour les stratèges américains, la guerre en Ukraine est une opportunité inattendue, leur permettant de renverser la situation qui avait été la leur au Vietnam. Une population nombreuse, fermement décidée à acquérir son indépendance, recevant le soutien en armement de grandes puissances, avait saigné les États-Unis. C'est ce que la Russie subit à présent. La guerre peut donc se poursuivre dans ces conditions, sans altérer ni remplacer pour les États-Unis l'objectif principal qui reste de contenir la Chine. Bon, il est certain que la fin de la guerre serait la bienvenue, mais elle ne peut pas être précipitée sans dommage, en prenant le risque de sauver le régime du Kremlin et de lui permettre de recommencer à la première occasion, coup de force, y compris à nouveau en Ukraine, déstabilisation en Afrique, manipulation systématique des réseaux sociaux, interférence électorale mettant en péril la démocratie. La stratégie en place est donc d'accroître la pression jusqu'à ce que Poutine cède sans le laisser respirer. Elle paraît raisonnable et ses conséquences majeures. S'il cède, les rêves de grandeur sur lesquels il s'appuyait s'évanouiront et il y perdra toute crédibilité intérieure. S'il ne cède pas, une implosion du régime deviendra de moins en moins évitable. De nouveaux dirigeants seraient nécessairement occupés à consolider leur pouvoir dans une double rivalité ultranationalistes libéraux, Russie européenne, Russie coloniale, plutôt qu'à poursuivre aux frontières un combat sans issue. Bon, tous les effets d'une implosion ne seraient pas positifs. Le moment n'est pas venu d'en dresser la liste, on le fera plus tard, mais il n'est pas souhaitable qu'un régime fait de police secrète, de mafia et de corruption continue de régner sur 11 fuseaux horaires, en offrant à ses populations pauvres et sénescentes que des illusions de gloire et de conquête. La principale motivation de certains dirigeants européens à chercher à précipiter la négociation, quitte à décevoir les espoirs ukrainiens et à renoncer au bénéfice de la victoire en offrant à Poutine le ballon d'oxygène qui lui serait indispensable, n'est pas idéologique. Bien que l'idée illusoire d'une Eurasie unifiée faisant contrepoids aux États-Unis soit très ancrée dans certains pays, à droite comme à gauche. Non, la motivation est économique. Pour ça, nous devons d'abord considérer l'énergie. Cet aspect frappe en effet beaucoup plus l'Europe que les États-Unis. L'Europe se voit contrainte d'anticiper d'au moins 10 ans une transition énergétique qui était indispensable, mais qu'elle aurait repoussée autant que faire se peut. Cette transition vitale exige d'énormes investissements publics qui stimuleront l'économie européenne. Ils se cumuleront à la nécessité d'un réarmement qui entraînera à son tour d'autres effets positifs sur la technologie européenne qui était en déclin relatif. Mais il existe un décalage entre les effets de ces transformations et les difficultés plus immédiates, à savoir la hausse des prix. Il faut se rappeler d'abord sur ce point que la hausse des prix a d'abord été causée par la pandémie Covid et la désorganisation du commerce maritime. Or, cet aspect est largement résolu, à peu près sans interférence de la guerre. Seule la Chine poursuit une politique anti-Covid stricte, elle est aussi sans rapport avec l'Ukraine. Il existe sans conteste une hausse des prix additionnels dérivés de la guerre. Hydrocarbures, huile alimentaire, céréales, etc., qui nuit en premier lieu aux pays pauvres. Mais la Russie, en perdant peu à peu le contrôle de la mer, se trouve de moins en moins en situation d'empêcher les exportations ukrainiennes, tout en restant très désireuse d'accroître les siennes. Remarquons aussi que la hausse des prix n'est pas infinie et subit une flexion aux États-Unis. Les taux d'intérêt réels demeurent historiquement bas, malgré les interventions des banques centrales. Ce sont les anticipations des agents qui sont négatives, faute d'une direction d'investissement claire qui serait engagée par des programmes publics.
Mais les perspectives structurelles, dont j'avais donné quelques exemples la dernière fois, restent très favorables. Tout va se décider en quelques mois. Or, l'histoire montre à quel point il faut apprendre à résister aux tyrannies et à y mettre le prix. À bientôt.